Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'épisode au Niger. Donc on est dans un moment de sa vie où il ne fait plus partie du service action de la DGSE, mais il a encore quelques contacts, Jean-Marc Gadouillet. Et donc il va se proposer, ou il va être mis en liaison avec la société Areva à Paris, quoi. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il y a des otages français, il y en a 7, 6 hommes et une femme qui ont été enlevés par AQMI au Niger. Et ce sont des employés de la société Areva. Donc nous sommes le 16 septembre 2010 et cette affaire d'otage va devenir une affaire d'État. Et pourquoi est-ce que j'en parle dans le livre? Parce que dans le livre, c'est passionnant, mais il ne raconte pas tous les détails, l'auteur du livre. Donc il porte un beau rôle. Il se fait passer pour une victime, mais il n'est pas vraiment une victime à 100%. Et en fait, dans ce chapitre, il est question d'escrocs, de parasites, de sociétés commerciales civiles, de clientélisme, de réseaux obscurs, africains, français. En fait, tout se passe chez nous à Paris, et avec des militaires, des gens qui connaissent des directeurs de cabinet, ils ont accès aux ministres. Je vais vous raconter dans l'histoire qu'est-ce qui se passe exactement en détail. Et donc, je ne vais pas raconter la version du livre qui est la mienne, qui est la même que celle que je vous racontais. Pourquoi? Parce que la mienne, elle est mieux développée et on a des noms, on a des sociétés. Tandis que dans le livre, on reste dans les grandes lignes, on ne rentre pas trop dans les histoires, dans les détails, parce que, en fait, l'auteur du livre, il a touché beaucoup d'argent, mais il ne le dit pas dans le livre. Et donc, moi, ça me pose un problème de conscience. À partir du moment où on cache la vérité, voilà, donc c'est qu'il y a un intérêt à quelque part à ce que le public, parce que c'est de l'argent, en fait, c'est de l'argent de l'État français qui est en jeu dans le plan B, et que lui, il touche de l'argent de l'Areva, 3 millions d'euros, et c'est la société d'Areva, c'est une société d'État qui est financée avec nos impôts, hein, l'argent des citoyens qui payent des impôts. Donc, c'est pour ça que j'aime pas tellement cet épisode avec l'auteur, parce qu'il cache la vérité, donc c'est pas bien. Donc moi, je vais vous raconter l'histoire, hein. Je vous mettrai un lien dans la vidéo en dessous, où vous aurez un résumé d'1h30, vous pourrez voir des visages et tout ça. Donc moi, je vais raconter l'histoire, et donc en fait, comme je vous ai dit, c'est une question de détournement d'argent, de rétrocommission, et en fait, la souffrance des victimes, des otages, elle est utilisée pour des enjeux politiques. Donc il y a aussi un problème que l'AQMI n'a pas reçu la totalité de l'argent. L'État français et l'armée française cachent des informations avec le secret défense, et en fait on utilise le secret défense pour cacher des magouilles, des rétrocommissions, pour cacher la vérité à la justice française ou aux victimes. Donc en fait les victimes, eux, veulent des explications, mais personne ne leur donne, parce que le juge n'a pas accès aux informations, tout a été classé secret défense. Mais vous allez voir qu'il y a des histoires de meurtre, d'argent, et qu'en fait le business des otages c'est un business juteux où il y a beaucoup de millions. Il y a des réseaux français qui sont actifs en France, hein, dans l'état-major français, dans le pouvoir politique, et quand le pouvoir politique s'en mêle, ben voilà qu'est-ce que ça donne, hein. Il y a des gens qui meurent, des gens qui souffrent. Par exemple, je peux vous donner un exemple où des parasites, je le dis comme ça, hein, voilà. On prend par exemple, avant d'aborder le sujet du livre, hein, donc je vous raconte ça comme ça pour vous donner un exemple avant d'aborder le livre, quoi. Par exemple, quand il y avait la Libye, ben, il y avait les otages bulgares, hein, vous l'avez vu à la télévision, c'était l'Europe qui négociait avec le dictateur Muammar Kadhafi, et puis un autre réseau s'invite dans les négociations, c'est l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui a fait la guerre plus tard au dictateur libyen. Et donc lui il s'invite, et on voit que le Qatar paye la rançon, et puis que la femme de Sarkozy prend un avion de l'État français avec les otages, ils vont en Bulgarie. Donc voilà, ça c'est un exemple de parasite où il y a des rétrocommissions et de la magouille. Parce qu'en fait, le cœur du problème d'une négociation d'otages, c'est qu'une personne va se retrouver en face des terroristes, et va négocier au nom d'une partie de l'État français ou de la société ou ceux qui payent la rançon, et on ne sait pas où l'argent va, où il est partagé, est-ce qu'il est détourné, enfin voilà le problème. Et le problème en l'occurrence, c'est ce qui est écrit c'est ce que moi je dis c'est ce que moi je pense dans le livre auquel on a face. Donc ici, par exemple, voilà, donc l'affaire, je vais vous raconter l'histoire, vous allez voir, c'est très simple, la magouille, comment ça se passe. Donc sur le business des otages, hein, donc le 16 septembre 2010, 6 otages d'Areva sont enlevés, sont déplacés par AQMI
avec un émir à leur tête, Abu Zaïd, dans le massif d'Izogar. Alors le massif d'Izogar, c'est des régions montagneuses, désertiques, dans la bande du Sahel. Hein. Comme vous avez vu maintenant, il y a la guerre au Niger, enfin, il y a le coup d'État au Niger. Ils sont près de la frontière algérienne, quoi, c'est cette zone-là. Et donc, voilà, donc il y a du terrorisme. AQMI a pris une partie du territoire du Niger et du Mali. Ils se déplacent tous là-bas. Ils ont fait allégeance à Al-Qaïda. Donc voilà le groupe. Hein. Abu Zaïd, celui qui détient les otages, c'est un primitif. Je ne pense pas qu'il a été à l'école très longtemps. Enfin, c'est ce que je vois dans le livre. Il n'a pas la faculté mentale d'un bac plus 5. C'est un archaïque, quoi. Voilà, il est dans la religion, au nom de la religion il tue, vous connaissez le terrorisme, hein, je ne vais pas vous faire un cours sur le terrorisme, voilà quoi. Donc, alors, l'affaire de prise d'otage commence sous Sarkozy, elle continue sous François Hollande, et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans les articles de presse, c'est ce que j'ai vu sur Internet, donc d'après le New York Times, en 2016, AQMI a déjà engrangé 120 millions d'euros pour les otages occidentaux. Donc les otages occidentaux, c'est du pognon, c'est sûr et certain. Alors, comme je vous ai déjà présenté Abu Zaïd, hein, c'est un spécialiste des raptors occidentaux, il est considéré comme un terroriste dangereux. Moi, je le considère comme un être préhistorique, quoi. Donc, voilà. Alors, on va commencer à entrer dans les négociations. Donc, on a notre JMJ, Jean-Marc Gadouillet, l'auteur du livre. Lui, il a quitté la DGSE à ce moment-là, donc il va être missionné officiellement pour Areva pour libérer les otages. Donc Areva elle veut aller vite et Gadouillet leur dit voilà, on peut aller vite, il faut y aller. Il va mettre lui il a créé une société qui s'appelle OP Suisse. Voilà, donc c'est une société qui fait des protocoles en zone de sécurité, hein. Donc je pense que c'est une spécialité qu'il avait à l'époque à la DGSE. Lui il fait la sûreté privée, ce que je vois sur son site internet, je vous mettrai le site internet, vous pouvez vérifier, il se met en affiche sur la page d'accueil. Donc il marque que depuis 11 ans, opérations et organisations spécialisées accompagnent ses clients, entreprises, organisations, gouvernements, à relever les défis d'un monde toujours plus complexe, incertain. Voilà, donc c'est ce qui marque sur son site, hein, donc fondé et dirigé par Jean-Marc Gadouillet, donc c'est notre colonel de la DGSE, de l'agence secrète dont il est question. Donc voilà, il y a lui sur cette affaire, donc il est missionnaire officiellement par Areva pour libérer les otages, donc lui il dit qu'il faut aller vite. Alors, il va y avoir, il veut faire une négociation express, il va rencontrer une première fois Abu Zaïd au Niger, hein. Donc au Niger, il y aura une prise de contact, hein, on le voit dans le livre, Abu Zaïd il est là, il boit son thé, il invite JMJ à venir à un point de rendez-vous, il se fait fouiller, lui et son Touareg, son guide local, qu'il a introduit tout près d'Abu Zaïd, hein, parce que vous savez, on fonctionne avec des Touaregs pour rencontrer un terroriste, hein, un contact, c'est un intermédiaire, on appelle ça un fixeur dans le monde du journalisme, quoi. Un fixeur, c'est quelqu'un qui vous guide, voilà, je peux vous introduire là-bas, voilà, quoi. Il vous amène là-bas où vous voulez aller. Donc il a son guide Touareg avec lui, quoi. Donc ils se font fouiller pour voir s'ils n'ont pas allé à un trekking GPS, s'ils n'ont pas quelque chose, ils ne sont pas à micro, une localisation par satellite qui permet de tuer Abu Zaïd. Donc Abu Zaïd il est là avec ses armes, une centaine d'hommes, ce qu'on voit dans le livre, hein. Ils sont dans le massif d'Izogar, ils rencontrent JMJ avec son guide local Touareg. Et donc il parle, hein. Donc Abu Zaïd il est très calme, il ne s'énerve pas, très pensif, c'est un petit papy de 60 ans je crois, et donc ils sont là, ils discutent, ça c'est le premier rendez-vous. Donc il veut, donc cette libération d'otages va se passer en 2 temps, apparemment au deuxième rendez-vous, il faudra payer 13 millions d'euros pour libérer les 3 otages. Elle va se faire en 2 fois apparemment. Donc première fois il y aura 2 hommes et donc il y aura un malgache et je sais plus un haïtien ou je sais pas quoi, et il y aura une française, Françoise elle s'appelle, et il fixe un point de rendez-vous pour payer les 13 millions d'euros pour les 3 otages. Donc il va y avoir un 3e rendez-vous, donc il va se pointer, les otages ils sont là et il va quitter les lieux pour aller chercher le pognon. Donc il y a un avion d'Areva qui va survoler une zone précise à un point de GPS précis qui va larguer des sacs de pognon. L'argent va atterrir sur le sol de la terre par avion, donc ils vont jeter tout par les avions. Et il va donner l'argent, les 3 otages vont être libérés. Donc jusque-là, tout va bien. Il a réussi son plan A.
enfin sa première mission, c'est de libérer les 3 premiers otages pour Areva. Areva est content. Et lorsqu'on demande les journalistes, la presse demande un autre agent secret de la DGSE combien il paye, combien il a payé. Même aujourd'hui, on peut lui demander, il ne vous dira jamais le prix. Donc, toutes ces années, il n'a jamais dit combien Areva a payé pour la libération des 3 otages. Mais pour la libération des 3 otages, c'est 13 millions. Lui, dans le livre, il dit un peu moins de 10 millions. Voilà, on a différentes versions, mais il ne veut pas dire la vérité. Voilà, donc si vous regardez les vidéos de Jean-Marc Gadouillet, l'auteur du livre, il ne dira jamais aux journalistes combien Areva a payé pour les journalistes. Ça, c'est la première mission qu'il a fait pour Areva, pour libérer les 3 premiers otages. Alors, dans la deuxième mission, il manque 4 otages, et c'est là que les problèmes vont commencer. Donc, on a le président de la République, hein, Nicolas Sarkozy, ou bien François Hollande à ce moment-là, c'est un des deux, je ne me rappelle plus, et ils vont missionner ATT. ATT, c'est Amadi Toumani Touré, c'est l'ancien président du Mali, et donc je pense que c'est Hollande qui le missionne. Il va demander à Amadi, ATT, c'est comme ça que s'appelle son abréviation, il va demander est-ce qu'il peut aider la France à libérer les 4 otages. Bien sûr, ATT va dire oui. ATT va faire appel à côté. Enfin, je vais vous montrer les cartes des principaux. Donc, il va faire appel à son réseau. Je crois que c'est à côté ou à Bibi, je ne sais plus c'était quoi. Il va faire appel à son réseau ATT. Mais au final, ATT va être mis de côté à cause de JMG, Jean-Marc Gadouillet. Parce que Jean-Marc Gadouillet, à ce moment-là, il est toujours l'homme de la France et de la DGSE. Donc, il a la mission, la confiance de la DGSE pour faire cette mission, pour libérer les 4 otages. Donc, ATT, on oublie, c'est le président du Mali, hein, il est mis de côté au profit de JMG par l'État français, puisque c'est JMG qui a le mandat officiel d'Areva pour libérer les 4 otages. Alors là, à ce moment-là, quand il y a un concurrent qui surgit. Alors là, il y a un concurrent, comme JMG, avec sa société OP Suisse. Alors, le concurrent, il s'appelle Lorenzi. C'est aussi un ancien de la DGSE. Et il a des connivences, des relations avec le monde politique au sein du cabinet, je pense, de Le Drian. Le Drian, c'était le ministre de la Défense sous François Hollande. Et en fait, Lorenzi, il a une société qui s'appelle Amarante. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'elle fait, cette société. C'est aussi comme la société OP Suisse de Jean-Marc Gadouillet. Elle fait la sûreté aéroportuaire, l'analyse des risques, la protection rapprochée, la lutte contre la fraude documentaire, le conseil et management en sûreté, la formation, la gestion de crise, l'ingérence en l'ingénierie de sûreté, la protection de technologie et des systèmes industriels complexes, et l'intelligence économique et de la conformité. Pour une société, c'est un peu trop. Hein. Enfin, voilà. C'est un ancien de la DGC qui fait ces activités-là. Voilà. Moi, je ne les ai pas testés. Bon, ça ne m'intéresse pas trop ce qu'ils font. Mais je vous dis, voilà, qui est Pierre Lorenzi. Donc, Pierre Lorenzi, il a sa société, Amarante. C'est un ancien de la DGSE. C'est un leader de la sécurité en zone sensible. Et donc, il a un accès privilégié auprès de la présidente du Niger, Mamadou Issoufou. Donc, il se joint, il va faire appel à côté. À côté, lui, c'est un négociateur algérien qui est directeur d'une filiale de Niger. Et donc, il va proposer sa filière, Lorenzi, il va proposer sa filière au président au ministère de la Défense. Et donc, il appelle la DGSE, mais la DGSE n'en veut pas de ce plan B, représenté par Lorenzi, parce qu'il a le plan A avec Gadouillet qui est toujours en place et qui est prévu pour libérer les 4 prochains otages. Mais donc, dans les faits, à côté, en vérité, à côté, le négociateur algérien, il a déjà pris contact avec Abou Zaïd. Et Abou Zaïd, il dira, non, je continue avec JMG, Jean-Marc Gadouillet, l'auteur du livre. Voilà. Donc, on est à ce truc, on est arrivé dans cette partie du livre. Et donc, les négociations sont interrompues parce que l'AQMI, la France va aller au Niger avec l'opération Serval. Donc, il y a la guerre à l'AQMI et pendant 7 mois, il n'y a rien qui se passe. Donc, les 4 otages vont encore rester 7 mois là-bas. Alors, il y a des reprises de contact qui se passent entre Jean-Marc Gadouillet et Abou Zaïd en octobre 2011. Donc, il va reprendre, après les combats entre l'armée française et AQMI,
il va retourner au Niger, et au Niger, il va subir une embuscade, donc il va être blessé près de l'épaule, il va devoir rentrer en urgence en France pour se faire opérer, parce qu'il y a eu une embuscade sur la route. Et en fait, pourquoi il y a eu une embuscade sur la route? Parce que on voit que la partie Lorenzi, comme c'est l'ancien de la DGSE, et qu'il a des contacts avec le cabinet de Drian, et il bénéficie des écoutes, des interceptions de communication, et donc la partie B, Lorenzi, est au courant de tout. Ils sont au courant qui, quoi, où, comment, fait quoi au Niger. Donc il sait que Gadouillet va aller, donc ils ont essayé de faire une embuscade, mais ils ont foiré. Donc ça c'est déjà une chose. Donc vous voyez bien qu'on a des réseaux occultes dans l'État français qui veulent prendre l'argent. Donc lui, Lorenzi c'est le plan B, il veut faire une embuscade, tuer le chauffeur de Gadouillet, le Touareg et Gadouillet, pour prendre sa place, pour l'éliminer, pour passer en avant-plan, pour aller négocier et faire du business. Parce que comme je vous ai dit, les otages, c'est un négociateur en face des terroristes. Ils peuvent s'arranger tous les deux pour prendre l'argent de l'État français, quoi. Bien, du client français, ici en l'occurrence, Areva. Début 2012, Gadouillet maintient un contact avec ACMI. Donc on a Akbibi avec JMG qui vont rencontrer, Akbibi c'est je pense un Touareg, qui vont rencontrer Abou Zaïd, le terroriste de l'ACMI là. À ce moment-là, Abou il dit qu'il veut libérer un seul otage, et puis après il dit non, je veux en libérer 3, parce qu'il a peur de la France. Voilà, donc là il est encore vivant, Abou Zaïd. Donc Areva va préparer 5 millions, pardon, qu'est-ce que je raconte, ils vont payer, Areva va payer 6,5 millions d'euros par otage, pour un seul. Donc ça va faire, donc 6,5 millions, ça fait 12, ça fait 24, ça fait 30 millions. Voilà, c'est la somme, quoi. Pour 4 otages, c'est ce qu'ils vont payer, quoi. Mais il faut le feu vert de l'Élysée, mais l'Élysée ne veut pas donner le feu vert à la partie mandataire, c'est-à-dire JMJ, pour aller libérer. Donc il y a quelque chose qui se passe. Il y a des bâtons, ils mettent des bâtons dans les roues à l'Élysée. Alors, il y a le général Benoît Pugat, donc il y a eu les élections en fait qui vont se préparer, hein, on arrive à cet épisode-là dans plein milieu des élections. Donc il y a le général Pugat. Le général Pugat, c'est le chef d'état-major particulier de Sarkozy à l'Élysée. Donc c'est lui qui suit le dossier des otages. Et donc, il accorde la première fois son prépositionnement pour la mission pour la libération. C'est comme ça qu'on dit, quoi. Donc il y va, JMJ, notre agent secret, il va à l'hôtel Terminus à Niamey, au Niger. Ses escortes sont prêtes, il attend juste le feu vert pour partir, hein, puisque apparemment ils ont déjà l'accord du général, le chef d'état-major particulier de Sarkozy. Alors, donc on est entre les deux tours des élections, et à ce moment-là, subitement sans raison, le général Pugat, il dit non, on n'y va pas. Il organise en fait une réunion avec Areva, la réunion se passe mal, il dit à Areva non, on n'y va pas, parce qu'on va dire qu'il se sert de la libération des otages, si jamais il gagne les élections, il se sert de la libération des otages pour faire de la politique, quoi. C'est ce qu'il dit, quoi. Donc, il dit que cette opération n'est pas souhaitée et ni souhaitable. Donc Pugat il dit qu'il crée une instrumentalisation politique auquel on peut lui reprocher pour le compte de Sarkozy, quoi. Donc en fait c'est une manœuvre dilatoire, parce que comme je vous ai dit, Pugat c'est un chef d'état-major particulier, il fait partie du ministère de la Défense. Le ministère de la Défense c'est le cabinet de Drian, enfin c'est tous les généraux qui se connaissent, quoi. Quand on est général, on connaît les autres, et donc on peut manœuvrer, faire des réseaux, se partager le butin, hein, parce que c'est des otages, quoi. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Alors, donc, l'opération est annulée, hein, pour la libération des otages, hein. Donc, JMG donc, il reçoit l'ordre de rentrer. À ce moment-là, une instruction pour X, une instruction contre X est ouverte par la justice française pour complicité de séquestration et non-assistance à personne en danger par la justice française, parce que il y a des réseaux occultes, il y a des magouilles, hein, donc la justice ouvre une instruction. Donc, alors à ce moment-là, on s'interroge sur l'honneur de Sarkozy, qui déclare qu'il n'est au courant de rien, ce qui peut paraître incroyable et fou. Donc le président Sarkozy dit que moi je ne sais pas au courant, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il dit qu'il n'est pas au courant de ce dossier des otages, de la libération. On va nous faire croire qu'il ne sait rien du tout, et que Pugat il est sous les ordres du président et du ministère de la Défense. Donc lui il ne parle pas, il se tait. Donc comme je vous ai dit, cette affaire elle est sous le secret d'État, secret confidentiel, donc on ne peut pas avoir les pièces du dossier, on ne sait pas, quoi.
Alors, donc, l'annulation de la libéralisation aura comme conséquence, c'est qu'ils vont rester encore pendant 18 mois séquestrés chez AQMI, hein, en otage. Hein, ils vont rester encore 18 mois, 1 an et demi. Et donc, il faut savoir aussi que Sarkozy va perdre les élections, et donc Puga, il est toujours là, chef d'état-major particulier cette fois-ci de François Hollande. C'est ça qui tue. Il est toujours là. Alors, Hollande, il déclare dans les médias à ce moment-là qu'on ne négocie plus avec les terroristes et on ne paye plus rien. C'est ce qu'il dit. Ça, c'est la version officielle. Mais dans la version officielle, c'est qu'il faut payer l'argent. Alors, un homme rentre dans le jeu aussi, hein, dans la libération des otages. Donc, pour le moment, à ce point-ci, précisément, JMG, notre agent secret de la DGSE, qui n'est plus de la DGSE, mais qui a créé sa société de sécurité industrielle, il est toujours le mandataire officiel pour libérer les otages au Niger, mais il y a un deuxième, le plan B, c'est Lorenzi qui attend, qui est tapis dans l'ombre, qui met des bâtons dans les roues, qui fait tout, une campagne de presse dans les médias pour décrédibiliser et traiter d'escroc notre ex-agent secret JMJ. Donc à ce moment-là, on a Cédric Lawanski, le directeur du cabinet du ministre Le Drian, qui reprend contact avec Lorenzi, l'ancien agent de la DGSE aussi, qui a sa propre société, je vous ai dit, amarante là. Et donc il lui propose le marché pour libérer les otages, sauf que le plan A est toujours actif et que donc et Areva réécrit de nouveau à JMJ pour lui dire que c'est toujours vous qui devez négocier les otages et les faire sortir. Et donc on ne sait plus très bien qui et quoi négocier avec Areva. Donc on ne sait pas très bien, on est un peu embrouillé par l'Élysée, je crois que c'est comme ça qu'on dit. On ne sait pas très bien qu'est-ce qui se passe quoi, dans cette affaire. Quoi. Alors, à ce point-là, donc, comme je vous ai dit, c'est JMJ, l'Areva et la DGSE contre le ministère de la Défense et Lorenzi. Donc, la filière défense choisit Lorenzi avec à côté, et donc ils vont rentrer en jeu, ils vont aller négocier avec Abou Zaïd. Mais Abou Zaïd dit il ne veut discuter qu'avec JMJ. De nouveau, il lui dit non, moi je veux négocier qu'avec JMJ, parce qu'avec JMJ, notre ex-agent secret, ça s'est bien passé. Il a ramassé son pactole de pognon. Donc il ne connaît pas le nouveau, il ne veut rien savoir avec le nouveau Lorenzi. Quoi. Alors, donc Abou Zaïd va écrire une lettre, hein, donc je vous montrerai à l'écran. Hein, il dit qu'il veut la libération pour 2 otages, il veut 30 millions d'euros pour 2. Pour Paris, c'est non. Donc, Paris, lui, il veut les 4 otages. Et donc, là, AQMI va envahir le Mali. Bamako demande à la France de venir l'aider. Donc, l'opération Serval commence contre AQMI de nouveau. Donc, on est reparti dans la guerre du Sahel. Là. Alors, fin 2013, 2 ans et 6 mois. Après 2 ans et 6 mois, Abou Zaïd, il est tué dans un bombardement. Donc, AQMI va désigner un nouveau chef qui s'appelle Yahya Abou El Ahman. C'est son nom. Donc, JMJ, notre agent secret, déclare de nouveau sa filière et dit qu'elle est de nouveau active vis-à-vis de ce nouveau émir, là, Yahya. Là. Il dit qu'il le connaît. Je ne sais pas comment c'est possible qu'il le connaisse sans l'avoir vu, parce que dans les livres, il dit qu'il ne l'a jamais vu avant. Donc, il dit que sa filière, elle est toujours là, qu'il peut rencontrer le Yahya et discuter avec lui. Et donc, alors Jean-Marc Gadouillet, l'auteur du livre, lui, le JMJ, là, il va être mis sur la touche. Et donc l'État veut le faire sortir du dossier. Donc là, à ce moment-là, l'ONZ va faire son entrée sur le marché des otages. Quoi. Alors, à ce moment-là, le patron de la DGSE, parce que JMJ, notre ex-agent secret, il avait l'accord de la DGSE pour libérer les otages à cette époque-là, il s'oppose à ce plan B et ne veut pas que le secteur privé vienne rentrer dans le jeu d'inauguration des otages. Parce qu'il a raison, Bernard Bajolet, c'était l'ancien patron de la direction générale de la DGSE, donc il ne voulait pas que l'ONZ, qui dirigeait sa propre société de sécurité, alors je ne sais pas quoi, de sûreté industrielle, vienne rentrer dans les négociations, parce que tout est déjà prévu. Les montants sont déjà fixés pour libérer les 4 otages et 30 millions d'euros. Voilà, tout est réglé, le contrat il est fait, il faut juste partir de la France avec les Touaregs, l'escorte, parce qu'il y a 4 otages, il faut plusieurs véhicules, la nourriture, l'assistance, parce qu'ils vont devoir traverser le désert, il y a des milliers de kilomètres à faire, donc ça demande une logistique, et donc ils demandent juste le feu vert pour partir, mais il ne l'aura pas. Voilà. À ce moment-là, dans le conflit entre le plan A et le plan B, entre notre ex-agent secret et l'autre, le plan B du ministère de la Défense, Lorenzi, avec sa société amarante, Hollande va trancher et va donner raison à Le Drian, le ministère de la Défense, et donc contre l'avis de la DGSE,
qui était le meilleur avis, c'était la DGSE qui avait raison. Donc Lorenzi va rentrer en jeu et va prendre la place de JMJ. Alors il va faire appel à la filière à côté. Ils vont rencontrer Yaya. Donc c'est 30 millions, 4 otages, comme il avait dit JMJ à l'époque, il avait négocié ça avec l'ACMI. Le contrat cet arrangement pour libérer les otages va bénéficier à Lorenzi. Avec un autre intermédiaire sous Hollande. Donc en fait à ce moment-là, c'est à la place qu'Areva paye les 30 millions, c'est l'État qui va payer les 30 millions. Voilà. Donc là, ça change tout. Si on avait respecté les règles du jeu dans ce dossier avec notre ex-agent secret qui était désigné officiellement, mandaté par Areva, c'était Areva qui payait la libération des otages. Mais là, on a vu qu'avec le plan B, qui est sorti de nulle part, avec les réseaux de connivence du ministère de la Défense, la société privée Amarante, avec son fondateur Lorenzi qui connaît du monde politique et militaire, avec ses réseaux clientélistes, c'est l'État qui a payé les 30 millions pour libérer les 4 otages. Voilà. Mais il faut dire qu'en amont, c'est notre ex-agent secret qui a fait le travail, puisqu'il a été là-bas, il a négocié avec Abu Zaïd plusieurs fois, il a fait le voyage, il a risqué sa peau, et ils ont essayé de le tuer. Donc, voilà, mais est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un travail? Rencontrer un terroriste et négocier des tarifs, quoi. Voilà. Moi, personnellement, c'est trop. 30 millions pour 4 otages, je ne sais pas comment c'est possible, quoi. Je ne suis pas un expert en négociation, mais allez, avec des êtres préhistoriques dans la montagne, donner 30 millions d'euros, je ne comprends pas comment on peut donner des sommes, mais il y a des magouilles, vous allez voir après. Donc ici, on a un dysfonctionnement de l'appareil d'État, parce que les politiques sont rentrés dans le jeu, avec des réseaux clientélistes de la France-Afrique, je ne sais pas, avec un directeur du cabinet du ministère de la Défense qui fait rentrer son ami Lorenzi parce qu'ils sont copains, pour s'imposer dans la négociation. Alors, il faut dire aussi que ces otages, ils ne sont pas contents, ils ont porté plainte, ils veulent comprendre pourquoi ils sont restés encore 1 an et demi, 2 ans en captivité au sein d'ACMI, alors qu'ils auraient pu être libérés tout de suite avec le négociateur officiel. Pourquoi l'État a capoté, pourquoi il y a eu des réseaux et tout ça, quoi. Et donc, alors, la fable, c'est quoi? C'est que la France dit toujours, ne verse pas d'argent, mais il verse l'argent, il paye. Alors, il y a aussi des hypothèses, parce qu'en fait, l'histoire ne se termine pas comme ça, quoi. Voilà. Nos 4 derniers otages sur les 7 ont été libérés, et cette histoire va continuer, en fait, suite à la libération. Il va y avoir un autre nouvel enlèvement d'ACMI sur 2 otages. Ils vont attraper 2 journalistes au Mali, Ghislaine Dupont, et alors avec son collègue technicien de reportage Claude Véron. Donc ils vont être kidnappés et tués, assassinés en fait, non loin de Kidal, où ils ont été enlevés et abandonnés sur la brousse, quoi, dans le désert, enfin pas dans le désert, mais à l'extérieur de la ville. À l'extérieur de la ville, donc ils vont être abandonnés. Et ce crime va être commis par un des lieutenants d'ACMI, Abdelkrim. Abdelkrim, c'est le Barberousse, c'est ce que il représente, enfin c'est son nom, enfin ce que j'appelle comme ça, c'est son nom, Barberousse. Et c'est lui, il a été au Mali avec sa bande. Ils avaient envahi une partie du territoire malien. On l'a vu dans Enquête exclusive, le Barberousse, qui parlait devant la caméra. C'est un lieutenant d'ACMI. Et en fait, il va faire quelques déclarations. Et en fait, on pense, la justice pense, et les victimes pensent qu'il a un rôle dans cette histoire parce qu'il n'aurait pas touché sa part, parce qu'il y a beaucoup de millions, 30 millions, plus encore les autres millions, les 12-13 millions là, des 3 autres otages. Donc il n'a pas eu sa part de la rançon. Et puis dans cette bande qu'ils ont commis l'assassinat, parce qu'en fait la DRM, Direction de renseignement du militaire, je vous mettrai le lien dans la vidéo en bas, quoi. Et ils ont les informations, ils connaissent la bande, la DRM, ils ont les noms de toute la bande qui était là, qu'ils ont commis cet assassinat sur les 2 journalistes de RFI. Là-bas, en fait, ces 2 journalistes, il faut savoir aussi que c'était des amoureux de l'Afrique. Je crois que Ghislaine Dupont a vécu une partie de sa vie en Afrique. Donc, c'était des amoureux de l'Afrique, quoi. Et donc, ils travaillaient là-bas et ils les ont assassinés parce qu'ils n'ont pas touché leur pognon. Et alors, dans l'épisode vidéo, on voit qu'il était question de logistique. Ils ont fait quelques petits travaux, enfin quelques missions pour Abu Zaïd, peut-être ravitaillement, déplacement d'otages peut-être aussi. Mais en tout cas, il est question de commission, c'est sûr et certain, parce qu'ils les ont tués directement, ils les ont enlevés, ils les ont assassinés, et ils ont abandonné leur pick-up.
Et en fait, la DRM, ils ont tout. Vous allez voir, en regardant l'épisode d'Envoyé spécial, je vous mettrai le lien, vous verrez toute cette histoire en détail. Et vous allez comprendre le business d'otage. Alors, conclusion de cette affaire. Si on a libéré des otages, on fait attention. On met des protocoles de communication cryptés pour pas qu'il y ait des interceptions, pour pas qu'une autre partie intervienne. On doit se méfier des militaires, des sociétés comme Amarante et OP Suisse, toutes les autres qui naviguent dans ce business des otages. On doit se méfier des négociateurs parce qu'il est tout seul face aux terroristes pour libérer les otages pour l'argent, parce qu'il y a beaucoup de millions, hein, on gagne des sacs d'argent, hein, c'est win for life, quoi. Voilà, qui veut gagner des millions, ben, il fait négociateur d'étage et il peut magouiller, il peut dire voilà, qu'ils veulent 30, 40, 50 millions d'euros pour 2-3 otages. Qu'est-ce qu'on peut encore apprendre? Quand le monde politique, nos représentants interviennent dans la négociation d'étage, c'est dangereux. Ben, on l'a vu, hein, il y a beaucoup d'histoires chez nous en France où il y a des négociateurs et ils magouillent, il y a des réseaux qui viennent et qui interviennent, qui mettent des bâtons dans les roues. Il y a des journalistes qui travaillent pour ces réseaux. Des mercenaires, on les appelle des mercenaires de l'information, qui font de la propagande au profit de celui qui lui donne de l'argent pour le corrompre, pour écrire des conneries sur des gens qui font bien leur travail. Alors JMJ, comme je vous ai dit, je lui reproche de ne pas avoir, de pas dire la vérité, toute la vérité, hein, parce que la vérité c'est quoi? C'est combien il a payé, parce que seul lui était là avec le terroriste, il ne veut pas dire combien il a lâché, combien il arrive à lâcher. Et puis on a vu dans l'épisode, c'est final l'État qui paye, alors que Areva, c'est lui qui paye, mais c'est lui qui met son négociateur en avant pour aller faire le boulot. Donc on a vu que les sociétés privées, quand il y a des otages, les réseaux commencent à fonctionner, on embrouille, on met le confidentiel défense sur les faits, sur les documents, pour pas que la justice puisse enquêter, parce que là il y a une instruction qui est ouverte, mais elle n'avance pas parce que Hollande et Sarkozy, ils ont mis le confidentiel de défense, donc on ne peut pas connaître la vérité. Donc c'est une histoire qui est triste. Et je suis sûr et certain que cette histoire, elle a servi en matière politique. Parce que c'est pas normal qu'on met 3-4 ans, alors que tout pouvait aller très très vite. En 6 mois, 1 an, on pouvait régler l'affaire. Elle a mis 3 ans, il y a eu des souffrances du côté des otages. Et voilà, donc je vous invite à regarder l'épisode d'Envoyé spécial et à lire le livre. Surtout lire le livre, parce que le livre, il est bien raconté, enfin, il est bien narré, bien raconté, comme je vous ai dit, mais voilà quoi, c'est triste, hein, agent secret, voilà, c'est ce qu'il a fait comme boulot, il a fait un grand boulot, hein, ça on le sait, mais voilà, donc maintenant au JMJ, Jean-Marc Gueluyer, l'auteur du livre, il vit en Suisse, avec sa société à Genève, il ne vit pas à Genève, mais sa société est domiciliée à Genève. Tout le monde continue, tout le monde il est sain, tous les saufs, parce qu'il n'y a pas encore d'inscription. Il a subi une perquisition chez Amarante. Le parquet national financier, ils ont fait une perquisition chez la société Amarante, ils ont pris des documents comptables, financiers, des sociétés offshore. Enfin, ça je me rappelle, j'ai vu ça à la télévision. Donc voilà, on ne sait pas si on aura un jour la vérité sur cette histoire, hein, toute la vérité, qui a joué quoi comme rôle, mais quand il est question de beaucoup d'argent, ben, les loups... ils sont là, quoi. Ils sont prêts à croquer dans la chair. Donc le prochain épisode, c'est le Tchad avec le dictateur Idriss Déby. Et là, Jean-Marc Gadouillet il va avoir une mission un peu particulière et vous allez voir, je vais raconter ça un autre jour. À bientôt.